Je vais parler aujourd'hui des villes de l'âge de fer en Syrie entre tradition et renouveau. Et je tiens à préciser que j'aborderai juste les villes de la région occidentale de la Syrie, c'est-à-dire la région centrale, et je n'aborderai pas les villes de la région côtière. Et si je cite quelques villes qui existent actuellement en Turquie, c'est parce que je considère que la Syrie ancienne et les limites actuelles ne correspondent pas à la frontière politique d'aujourd'hui. Donc je préfère lire pour respecter le temps. La Syrie au premier millénaire a connu des événements politiques agités qui ont considérablement influencé son histoire, son urbanisme et l'aménagement des territoires. Un lot important des données historiques, textuelles, iconographiques et archéologiques apporte des informations complémentaires sur ces questions. Cette période couvre principalement dans la période dont je vais traiter, couvre la fin de l'âge de fer 1 et 2 et 3. Donc l'âge de fer 2, normalement, qui correspond à l'apparition et à l'émergence ou à la réorganisation des villes en Syrie occidentale. À partir de l'âge de fer 1, deux nouvelles puissances politiques sont arrivées au pouvoir, impliquant des changements politiques et culturels dans les systèmes régionaux syro-levantines. Les forces majeures responsables de ces changements sont l'Empire néo-hittite et les Aramiens. Ces entités politiques ont occupé les centres urbains dont la plupart étaient déjà formés au cours des périodes précédentes de l'âge de bronze. Donc on a un grand nombre de royaumes qui a continué à exister durant cette période de l'âge de fer 1 et a pris fin suite à des sévères destructions comme l'attestent les couches de destruction dans la citadelle de Hama, niveau F, à Tel Rafat et à Tel Hafez. À partir de l'âge de fer 2, on assiste à une phase d'urbanisation intensive attestée par les données archéologiques dans tout le Levant, représentée dans un premier temps par plusieurs activités de reconstruction et de refondation dans la plupart des sites, donnant lieu à de nouvelles planifications et à des changements, parfois à des changements de fonction dans certains secteurs comme à Tel Hafez. Dans un deuxième temps, on a commencé à créer de nouvelles fondations ex nihilo. Les autorités locales récemment arrivées au pouvoir ont voulu renforcer le contrôle administratif, commercial et militaire de la région. Ils ont donc implanté des postes dans des zones stratégiques donnant lieu à plusieurs sites ou à plusieurs villes comme Tel Halaf, Jozana, Zenjirli Shamal, Arslan Tash Haddato, Homeira dans la région de Kalamon, Mastouma et Tel Rafat, Arbad. Mais il faut noter que ces villes ne sont pas uniquement liées à l'ethnie aramienne. Afin de mieux cerner le processus et les circonstances de l'urbanisation au début du premier millénaire, âge de fer 2, il faut rappeler le rôle des rois assyriens qui ont provoqué plusieurs opérations de reconstruction des villes et de nouvelles phases d'urbanisation en Syrie. Les royaumes locaux étaient menacés par les conquêtes assyriennes, attestées par les vestiges de destruction majeure dans les sites dans la deuxième moitié, ou à la fin du 8e siècle, suivi dans la plupart des sites d'une phase de planification à l'âge de fer 3, qui correspond à la domination assyrienne. Dans ce sens, la plupart des sites ont présenté une alternance de niveau de destruction et de reconstruction liée à la rivalité croissante entre les royaumes locaux confrontés à l'expansion assyrienne. Cela justifie la volonté des Aramiens de créer un réseau des sites défensifs comme Tel Mastouma et Tel Homeira dans la région de Damas. L'objectif principal de cette recherche est de mettre la lumière sur les plans d'urbanisme adoptés durant cette période, tout en montrant les origines et les particularités de chaque type en insistant sur les éléments innovateurs dans ces villes. Il est question aussi de montrer que les institutions politiques du premier millénaire ont mis en place un réseau de villes et de fonctions variées, un réseau de villes de taille et de fonctions variées, traduisant une vaste opération d'aménagement des territoires. Si certains chercheurs pensent
qu'il est exagéré de parler de la présence d'une planification urbaine dans les sites aramiens, occupés depuis le 3e millénaire, par manque, dans certains cas, par manque de critères propres d'une ville. Il est évident que les nouvelles fondations sont de véritables villes au sens urbain. De point de vue morphologique, on peut distinguer 3 modèles urbains dans ces villes, le modèle circulaire et le modèle semi-circulaire, ou le modèle croissant, et le modèle orthogonal, qui est carré ou rectangulaire. Dans la première catégorie, on peut citer les nouvelles fondations de Chamal, et Tel Rafat et Tel Mastouma, qui est Ashtamako, qui est identifié dans les textes par Ashtamako. Donc là, je ne vais pas aborder en détail les descriptions de chaque site, mais juste je fais un petit rappel sur l'histoire et les phases d'urbanisation de sites. Pour le site de Chamal, les phases d'occupation dans la ville sont en principe les phases hittites et aramiennes. La ville est composée, en général, la plupart en fait des villes à l'âge de fer sont composées d'une acropole et d'une ville basse qui date d'une deuxième phase d'extension. Donc, la ville est composée d'une citadelle de forme elliptique, remparée, et entourée elle-même par un rempart, et dans certains cas un double rempart traversé par des portes. Durant la première phase de fondation, qui date de la fin du 2e millénaire, la ville se limitait à la colline principale, qui est devenue plus tard la citadelle, sur laquelle se retrouvaient les vestiges de maisons sous le palais qui date de la phase aramienne. Plus tard, un mur défensif entourait la citadelle. Plus tard, un mur défensif entourait la citadelle. Les fondations de quelques palais remontent de cette phase et ils se caractérisent principalement par l'utilisation des rangées de bois et avec des couches de pierre, donc à savoir que l'utilisation des colonnes en général, quel que soit en fait le matériau de construction ou le matériau de fabrication de ces colonnes, bois ou pierre, caractérise les capitales ou les royaumes aramiens en Syrie durant l'âge de fer. C'est pour ça, dans certains cas, on n'a pas trouvé en fait les colonnes, on a trouvé juste les bases en pierre. La troisième phase est celle de la phase d'extension. Durant cette phase, la ville est complètement construite avec un double rempart. Donc là, ça nous laisse comprendre que l'acropole a été occupée en premier lieu. Après, la deuxième phase d'extension, ou la troisième phase d'extension, c'est documentée par la ville basse, entourée par des remparts. Le portail sud de la citadelle a été réaménagé et décoré. Les palais de Beit Ilani datent aussi de cette phase, à âge de fer 2, donc 8e siècle avant notre ère. Les palais étaient décorés de lions Les palais étaient décorés de lions et munis de portiques avec des colonnes basant sur des sphinx. Il était accessible par quelques marches conduisant via la portique à un grand hall entouré par des pièces. Il existe aussi quelques quartiers d'habitat, quelques structures domestiques dans la ville basse. Donc la particularité de Chamal, qu'elle nous présente pour la première fois un quartier d'habitat habité dans la ville basse. On a toujours cru que la ville basse n'était pas habitée, donc elle était vide, parce qu'elle est souvent disparue par les vestiges modernes. Mais dans le cas de Chamal, on a des quartiers d'habitat bien aménagés. En plus, il y a des prospections géomagnétiques qui ont été effectuées qui nous donnent des informations sur la planification de cette ville. Donc on voit à travers le plan géomagnétique que la ville a été organisée selon un plan radioconcentrique. Donc il y a des rues radiales et des rues concentriques. Un principe d'organisation qui date du 3e millénaire.
Donc, comme j'ai dit, Zenjirli ou Chamal offre une première idée de l'espace résidentiel dans la nouvelle ville basse de l'âge de fer. Donc voilà, ça c'est le type de structure qui se développe aussi dans les villes de premier millénaire, donc Beit Hilani, qui est aussi un trait caractéristique de ce type de ville. Un autre exemple, Tal Rafat, donc, qui est le royaume d'Arbad, qui se trouve au nord d'Alab. Donc Arbad, la capitale du royaume aramien Beit Agouchi, elle présente une configuration comparable, parfaitement comparable à Zenjirli. Elle est composée aussi d'une citadelle de forme ovale qui se trouve approximativement au centre et d'une ville basse fortifiée. Donc ce site a une très grande superficie par rapport aux capitales du premier millénaire, donc il couvre à peu près 80 hectares. Le site a fait l'objet de fouilles anciennes, donc on n'a pas beaucoup d'informations sur les vestiges architecturaux dans le site. On a juste un mur d'enceinte qui était visible dans les années 60, mais malheureusement n'a pas été cartographié par les archéologues. Il était aussi visible sur les images satellites, mais actuellement il est complètement disparu. Mais au moins on a un indice d'une ville circulaire comparable à Chamal, qui est probablement une ville aussi ex nihilo. À partir de l'époque d'Adad Nirari III, Tal Rafat commence à apparaître dans les textes assyriens comme le pays d'Arpad ou comme le pays de Beit Agouchi. Donc c'est là l'intérêt de la documentation textuelle qui nous fournit d'informations sur certaines villes ou sur la planification de certaines villes à l'âge de fer. Tout ce qu'on connaît de site, en fait, les murs de rempart qui font 8 mètres d'épaisseur. Donc là, on voit très bien les traces, en fait, les vestiges de rempart. Il nous reste aussi le portail oriental qui est décoré d'orthostates. Aussi un trait typique des capitales aramiens en Syrie. Donc voilà des vestiges, ce qui reste de portail avec les orthostates. On a aussi quelques vestiges d'architecture domestique dont le mur en briques crues se base sur des fondations en pierre constituées en 2 rangées séparant un espace rempli de pierre. Donc cette technique apparemment était très fréquente dans les royaumes de premier millénaire. Il a été déjà observé à Chamal et à Hama et semble être utilisé par les Aramiens à cette époque. Tal Rafat, comme les autres villes aramiens, a pris fin par les conquêtes assyriennes. On est aussi informé par les annales de Shalmaneser et les reliefs sur les portes de Balouat qu'Aram, qui est un roi d'Arpad, avait d'autres villes comme Agda et Arn dans les plaines de Jaboul. Donc ces villes-là apparemment avaient un plan comparable à Tal Rafat. Mais malheureusement, on n'a pas de vestiges archéologiques de ces villes. On a juste la représentation de ces villes sur les reliefs et des traces dans les textes assyriens. Donc là, un bas-relief sur les portes de Balouat. On trouve bien ici qu'il y a une ville fortifiée qui est mentionnée dans les textes comme la ville d'Arné.
la ville de roi d'Aram. Un autre site aussi qui présente une configuration circulaire, Tal Mastuma, Ashtamako. Donc, ce site se situe dans la région nord-ouest de Hama et il appartient au royaume de Hama. Le site a été abandonné durant l'âge de bronze récent et n'a été réoccupé qu'à l'âge de fer 2. Donc, début du IXe siècle, et encore ici, cette phase correspond à une phase d'urbanisation globale et intensive dans l'ensemble de la région, qui a été entamée par les Aramiens. Le site est circulaire, les bâtiments sont édifiés selon un schéma circulaire en bordure de la colline, formant une ceinture concentrique qui délimite un espace intérieur occupé par des constructions plus importantes. Le plan d'urbanisme est radioconcentrique, donc on a décelé la trace d'axe de circulation semi-circulaire et un axe radial. Au centre, il y a quelques bâtiments, dont l'un de ces bâtiments a été interprété comme un bâtiment ayant une fonction publique, peut-être qui pourrait être un temple ou une résidence d'un souverain. Le site a été totalement abandonné au début du 7e siècle, après la chute du royaume de Hama, et finalement annexé par les Assyriens à la fin du 8e siècle. Ashtamako est représenté sur les portes de Balouat. Donc là, ce qu'on voit, en fait, on voit sur ce bas-relief une représentation circulaire et des vestiges de ce qui ressemble à un rempart, des colonnes. Elle est mentionnée dans les chroniques assyriennes comme une ville fortifiée du royaume de Hama, et il est fort probable que lorsque Hama a été envahi par Shalmaneser, Ashtamako et autres villes comme Hama Rabah auraient servi comme des villes forteresses, qu'on appelle normalement en assyrien Al-Danuti. Donc cette ville, normalement, était la ville appropriée à un des rois de Hama qui s'appelle Arhulini. Un autre exemple, donc, je ne vais pas aborder juste pour vous montrer le plan de cette ville, c'est la ville d'Arslantash aussi, qui présente une phase d'occupation de l'âge de fer et qui a aussi un plan circulaire. Donc, avant de passer au deuxième modèle, je souligne que le plan circulaire radioconcentrique est un modèle urbain proprement syrien et trouve son origine dans les traditions architecturales du 3e millénaire. Donc, comme notre collègue Pascal Betterlin a déjà montré les villes circulaires, je ne vais pas trop aborder cette question. Ensuite, donc voilà, j'avais encore une autre présentation d'une ville conquise par les Assyriens, qui se trouve en Syrie de l'Ouest. Et voilà les quelques sites circulaires qui se sont développés au cours du 3e millénaire. Le deuxième modèle que j'ai décrit comme un demi-cercle ou comme un croissant, il est attesté à Tel Afes, Tel Tainat, Hama et Barsi, Tel Ahmar. Donc, pour Tel Afes, en fait, c'est le site le mieux représenté, le mieux documenté pour dater les phases de l'âge de fer. Le site est considéré comme l'un des plus grands sites aramiens en Syrie occidentale, qui éclaire à la fois la culture matérielle et l'urbanisme de l'âge de fer, dès sa première phase, donc dès le début de l'âge de fer. Il présente une architecture bien stratifiée de cette époque. La ville, comme les autres villes qu'on a vues, même si elle présente une morphologie un peu différente, contient une acropole
qui se trouve dans la moitié nord de Tel, donc qui se trouve en périphérie de Tel, et une grande ville basse. Vers la fin du IXe siècle, une nouvelle opération d'urbanisme a été mise en place par le roi Zakour, qui a complètement planifié la ville. Donc la stèle de Zakour mentionne la refondation de Hazark. Donc Hazark, c'est la ville d'Afès, qui est devenue la nouvelle capitale du royaume de Hama et de Laache. Cette phase est bien documentée par les niveaux 9 et 8 à Tel Afès. Dans cette phase d'urbanisme, qui date du milieu du 8e siècle, des changements fonctionnels ont eu lieu. Donc, dans la ville basse, on peut constater qu'il y a un quartier d'habitat qui date de l'âge de fer 2, qui a été abandonné. Les vestiges de ce quartier d'habitat sont arasés et nivelés pour reconstruire les remparts de la ville. Ces derniers ont suivi les tracés des murs de bronze moyen. La ville basse fut densément occupée et a atteint son extension maximale sur les limites nord et sud. L'acropole aussi a subi des changements et des transformations profondes. Donc on trouve que sa partie orientale, dotée de nouvelles constructions de nature officielle. Donc encore la même configuration, on constate dans la plupart de ces sites que l'acropole se trouve en périphérie et pas au centre de ville. Un autre exemple de Tel Bersib, donc Tel Bersib, c'est la capitale de Beit Adini. Il était occupé par les Hittites et plus tard par les Araméens à partir du Xe siècle. La ville a une forme de demi-cercle et composée d'une ville basse étendue et d'une citadelle de nains sur l'Euphrate. Le site est devenu un siège assyrien qui s'appelle Karch el-Nassar et ne reste que peu de vestiges de l'occupation de la phase précédente. En fait, le problème de Tel Bersib, qu'il se trouve très près de fleuve, donc on ne sait pas en fait si c'est la forme complète du site ou si le site a été érodé par le fleuve. Mais dans son état actuel, il présente bien, ou il peut bien s'intégrer dans cette série de villes. Le site de Hama, en ce qui concerne la ville de Hama, c'est un site très important, mais le problème que la ville passe est complètement disparu sur la ville actuelle. Donc, on possède juste l'acropole avec une acropole dans la ville basse. Donc, Hama, il est aussi composé d'une citadelle fortement érodée dans sa partie nord-ouest. Donc, cette partie aussi complètement érodée, donc on ne sait pas si la forme de la citadelle est d'origine ou comment était la forme d'origine, on ne sait pas. La ville basse semble être étendue sur la ville de Hama. La citadelle qui sont plombées directement l'Orente. Donc là, j'ai mis un plan qui montre l'emplacement de la citadelle par rapport à l'Orente. Donc on trouve, où on peut se poser, puisqu'il y a quelques vestiges et des pierres qui ont été retrouvées sous la ville moderne, donc qui probablement était la ville ancienne, qui était la ville basse de la citadelle. Donc ici, il n'y a pas la possibilité d'avoir la ville basse ou que la ville basse s'étende de ce côté-là. Donc on peut penser que la ville basse s'étendait à l'est et au sud, ou plutôt au sud, dans le côté sud, donnant naissance à une forme proche d'une demi-cercle. Sous la domination aramienne à la fin du 9e et au début du 8e siècle, Hama a été refondée comme les autres villes de la région, qui a assisté à une phase d'urbanisation intensive durant cette période de l'âge de fer. Et probablement la ville de Hama, la ville basse de Hama, date de cette période comme Machamal. Donc
peut-être la ville basse est contemporaine de la ville basse de Jamal. La citadelle de Hama a été aussi réorganisée durant la phase E, donc l'âge de fer 2. Ces bâtiments cérémoniels, les temples et les palais et le portail monumental ont été reconstruits et ont pris fin par les graves destructions suite à la conquête de Sargon II. Les monuments de la ville ainsi que les portails de la citadelle étaient décorés en orthostate et protégés par des sculptures de lions qui datent du Xe siècle et qui ont continué à être utilisés durant les phases suivantes. Un autre exemple de ce type d'agglomération, Tel Tainat, donc je ne parlerai pas de ce site, mais simplement pour vous montrer que ce type a été fréquent au Levant du Nord. Enfin, il est à noter que ce type de ville est plus fréquent dans les sites occupés auparavant et n'est pas adopté pour les nouvelles fondations de l'âge de fer 2. Il s'agit d'une adaptation à un modèle préexistant. Le troisième modèle, le modèle orthogonal, donc ce modèle est confirmé clairement dans le site de Tal Halaf, qui est la ville de Josana. Donc ici, on a aussi une citadelle fortifiée qui se trouve en périphérie de la ville, entourée par une ville basse rectangulaire délimitée par un mur de briques. La citadelle de Tel Halaf était occupée par des temples et des palais de type Beit Hilani. Son roi Kabara est considéré comme le fondateur de plus anciens Beit Hilani. L'organisation intérieure de la ville n'est pas connue, n'est pas complètement connue, mais ce modèle de plan impose la présence d'un réseau de circulation rectiligne parallèle au rempart. Ce plan est déjà connu en Mésopotamie dès le 4e millénaire et très fréquent dans les villes assyriennes comme Adur Sharokin, où on a la même disposition, une citadelle au bord de la ville et une ville basse remparée. Donc, même il n'est pas rectangulaire, mais on a le même principe d'organisation. Et là aussi, sur la porte de Belouat, on a une représentation d'une ville rectangulaire, probablement une ville qui se trouvait en Syrie de l'Ouest. Donc là, en fait, cette recherche est un stade, normalement, un stade préliminaire de réflexion. Donc, je voulais juste partager avec vous quelques réflexions à propos de la ville de Damas, qui est très connue durant la période aramienne, qui est mentionnée dans la Bible et dans les textes assyriens, mais malheureusement qu'on ne connaît rien de la planification aramienne de cette période. Donc Damas ou Damashqa, capitale d'un des puissants royaumes aramiens qui domina la Syrie du Sud. Il est mentionné, ou il est nommé Aram dans la Bible, et Shar Imirishu dans les sources assyriennes. La ville était déjà occupée au 2e millénaire. Les vestiges de la ville aramienne sont complètement disparus par les constructions modernes, néanmoins quelques indices archéologiques et les notes des premiers voyageurs et les annales assyriennes permettent de restituer ou de proposer une restitution ou d'avancer quelques réflexions préliminaires sur la plan ou la disposition, la planification aramienne de cette ville. Donc la ville est construite à proximité immédiate de fleuves, possédait un palais et des rois, un palais et un temple. C'est le temple de Hadad, dieu syrien, qui était le prédécesseur de temples romains qui se trouve sur la mosquée des Omeyyades. Les sources d'Hadad Nirari III mentionnent des tribus pris de palais aramiens à Damas, situés probablement près de temples. Donc là, déjà, on a un premier élément qui nous indique que le palais existait à proximité de temples. Donc le temple, on sait qu'il se trouvait
sous la mosquée des Omeyyades. Et on sait aussi à travers les données archéologiques qu'il y a une association. Souvent, on a le palais qui se trouve à côté des temples dans toutes les villes de l'âge de fer. Même c'est une tradition qui existait déjà dès le 3e millénaire. Donc, on peut supposer en fait que le palais existait dans ces environs-là, parce que les premiers voyageurs, dans leurs écrits, ils ont mentionné aussi quelques informations sur l'emplacement de ce palais. Donc le palais, comme j'ai dit, malheureusement, il est complètement disparu. Il y a un chercheur dans son écrit, il dit, sur le côté, en fait, il précise l'emplacement, sur le côté est de Grand Temple, se trouvait un palais appelé Jairoun, érigé sur des colonnes. Donc là, j'ai mis en fait ce plan qui présente la mosquée des Omeyyades avec les deux portes, donc le Bab el-Barid et l'autre porte, la porte de Jairoun. Donc normalement, si on suit les informations données par cet auteur, donc on peut placer dans ce côté-là le palais. Donc on sait aussi que les palais et les temples normalement sont des éléments structurants qui structurent ou qui planifient l'organisation de la ville. Donc on suppose aussi que la citadelle se retrouvait dans cette zone-là. Les remparts, pardon, j'ai oublié aussi de noter que le palais aussi était érigé sur des colonnes, donc ça veut dire que aussi qu'on peut supposer que le palais a été construit selon un plan très connu dans les royaumes aramiens, le plan de Beit Hilani, que l'on retrouve dans tous les royaumes et dans toutes les villes aramiennes de l'âge de fer. À propos des remparts, les textes de Teglat Belassar 3 les mentionnent aussi. Donc, il récite en 732, l'armée d'Oranson, roi de Damas, est écrasée. Pour sauver sa vie, le roi s'enfuit seul pour se réfugier comme un rat dans les portes de sa ville, où il est prisonnier comme un oiseau dans sa cage. Donc là aussi, ça c'est encore une preuve que la ville a été remparée. La question des remparts de la ville de Damas est une question problématique parce qu'il y a plusieurs sondages qui ont été effectués aux alentours, mais comme la ville est densément occupée, on n'a pas pu trouver des traces de ce rempart. Donc, je reviens ici. Ça, c'est l'emplacement de la citadelle. En fait, normalement, il se trouve ici, la citadelle, ici. Il est un peu près là, il est très près de Temple, donc il est un peu plus loin ici vers l'ouest. Donc, il n'est pas exclu que la citadelle située à la périphérie de la ville fortifiée, proche de la rivière Balada, soit existée dans la période aramienne, incluant le temple et le palais qui se trouvait ici. Dans ces conditions, en fait, j'ai fait quelques comparaisons avec les villes rectangulaires de cette période, comme la ville de Tal Halaf ou la ville de Dur Sharokin. Donc, dans ces conditions, la comparaison avec Tal Halaf et Dur Sharokin peut être significative. Dans ces deux derniers exemples, la citadelle et la ville ont une forme rectangulaire, contrairement à toutes les autres villes du Levant syrien, présentant plutôt une citadelle circulaire, ovale ou elliptique. Il est donc envisageable que la citadelle rectangulaire pourrait être compatible avec un plan orthogonal, comme le cas de Damas. Si on admet la forme rectangulaire de la citadelle, on peut supposer que Damas avait probablement la même forme, donc pourrait être Damas, en fait, pourrait avoir un plan orthogonal. Donc voilà la comparaison. On a la même configuration, la citadelle et la citadelle ici. Un
autre exemple, le site de Tal el-Nasriye qui n'a pas été largement fouillé. Donc déjà, il y a l'une des fouilleuses qui est là avec nous, et Christophe aussi. Donc, Tal el-Nasriye, situé au bord de l'Oran, il fait plus de 70 hectares. Le site a connu une occupation urbaine dense durant l'âge de fer 2. Donc, l'âge de fer 2, donc c'est la phase de refondation de la ville dans le cadre de projets d'urbanisation entamés par les Aramiens au IXe siècle. Il contient une acropole, comme les autres sites, en périphérie de la ville, avec un énorme bâtiment officiel qui date de l'âge de fer. La ville basse, de forme octogonale, pas tout à fait régulière. Et on a quelques vestiges d'habitat, un quartier d'habitat de la ville et une nécropole, un cimetière à crémation qui a été découvert dans la ville basse. Un dernier exemple de cette série de villes, Tel el-Homeira, ça c'est aussi un site qui a été récemment fouillé par une équipe de la Direction générale des antiquités. Donc le site est situé dans la région de Kalamoun, au nord de Damas. Le site documente 3 phases d'occupation. La plus ancienne remonte à l'âge de bronze récent et au début de l'âge de fer. Il s'agit dans le cas de cette ville d'une nouvelle fondation de forme proche de carré qui correspond en fait à l'arrivée des dynasties aramiennes dans la région. Le site a livré plusieurs inscriptions aramiennes avec le nom d'un dieu, donc ce qui indique la présence d'un temple dans le site. D'accord. La présence d'un temple dans le site et en fait les vestiges, il y a beaucoup de vestiges architecturaux sur la colline qui n'ont pas été fouillés en profondeur, mais la masse des murs indique qu'il y a un bâtiment public sur la colline. Tel Homeira était une station importante située à mi-chemin entre Homs et Damas. Située sur les routes commerciales reliant la Syrie et la Mésopotamie, le site est considéré comme la station la plus importante avant l'arrivée à Damas. Il est certain que les rois assyriens sont passés par ce site lors de leur campagne militaire contre Damas et la Syrie en général, notamment à l'époque de Shalmaneser III, qui a attaqué Damas plusieurs fois et qui a assiégé le roi Hazaël dans sa ville royale. Les textes assyriens mentionnent en fréquence la montagne de Kalamoun qui faisait partie du royaume aramien Suba, où se trouvait la ville de Danabou. Donc, cette dernière est considérée comme une ville forteresse de l'armée de Hazaël, roi de Damas, pour affronter l'armée assyrienne en temps de guerre. On est informé par les textes que les rois assyriens ont emprunté le même chemin pour attaquer Damas. Ils ont vaincu Hazaël à plusieurs reprises et ils l'ont enfermé. En fait, le roi Hazaël, il s'abritait dans la ville de Danabou. Ils l'ont enfermé dans sa capitale royale Damas. Il est fort possible d'identifier la ville d'Anabou à l'époque de Hazaël, située dans les montagnes de Saniro, dans le site de Al-Homeira. Donc, les prospections archéologiques qui ont été menées dans la région n'ont pas découvert un site comparable ou d'une importance comparable au site de Tel Homeira qui a été mentionné dans les annales assyriens. Donc, il est possible que ce site soit lui-même la ville de Danabou mentionnée dans le texte. Dans l'ensemble, ces villes se caractérisent en général par une taille moins importante que celle de l'âge de bronze. Donc normalement, la taille de ces fondations ou de ces sites varie de 40 à 100 hectares, une taille très
une taille très modeste par rapport aux villes de 3e ou la première ville du 4e millénaire, Uruk, qui fait une superficie énorme. Il comporte une citadelle avec des palais et des temples et une vaste ville basse occupée principalement pendant l'âge de fer. On peut noter que seuls les sites circulaires ont une citadelle qui se trouve approximativement au centre, comme le site de Tal Rafat et Chamal. Les autres modèles, la citadelle se retrouvait en périphérie de site. Les modèles urbains sont hérités des traditions plus anciennes déjà connues dans la région, mais les modèles circulaires et orthogonales semblent être exploités dans les nouveaux projets de fondation, alors que le modèle en forme de croissant ou demi-cercle est une forme préexistante issue d'une longue occupation de site. D'autres éléments qui persistent durant cette période, l'association entre palais et sanctuaires, qui est une pratique qui remonte à une période plus ancienne et qui se répète dans la plupart des sites, comme à Tel Barsib, Arslanta, Shama et Tel Halaf, Damas et Tainat. Le plan Ant aussi est une tradition plus ancienne qui date du 3e millénaire. Ça, c'est les Jabal de Kalamoun, où se trouve le site de Homéra. Voilà. Donc, le plan, ce plan qui remonte au 3e millénaire continue à être utilisé dans les capitales de l'âge de fer. Donc, on le retrouve à Tel Tainat et à Tel Hafez. Malgré que ces villes partageaient divers aspects de la culture de l'âge de bronze, ils ont élaboré des pratiques architecturales novatrices dans le cadre de leur projet, qui sont devenus des marques culturelles de leur ville, donc, comme par exemple les portiques et les colonnes qui ont été utilisées en fréquence dans les royaumes de premier millénaire. Donc, à la fois, ils ont été utilisés dans les bâtiments publics comme les palais et les temples, et aussi dans les portails de ville. Donc, la plupart de ces sites, là j'ai donné juste quelques exemples, mais il y a beaucoup de vestiges comparables qui ont été retrouvés dans d'autres sites de Levant. Donc, il s'agit des bases de pierre qui supportaient la colonne ou les portiques aux entrées de bâtiments ou de portails monumentaux. Aussi, ce qui est nouveauté de ces agglomérations, l'adoption ou l'élaboration d'un nouveau modèle architectural qui est devenu un trait typique des royaumes aramiens en Syrie et au Levant. Le plan appelé Beit Yelani, donc le plan de Beit Yelani qui a été défini comme un palais avec 2 pièces barres longues dont l'axe principal est parallèle à la façade. La première est un portique comportant de 1 à 3 colonnes, souvent placées au sommet d'une volée d'escalier. Les escaliers d'accès au niveau supérieur sont placés sur l'un des côtés du portique. Donc, ce qui caractérise en fait ce type de bâtiment, les portiques avec les colonnes. Donc, dans certains cas, on a une seule colonne, dans d'autres cas, 2 colonnes. Et même l'originalité ou la beauté de ce type, l'ampleur de ces bâtiments et la grandeur de ces bâtiments ont incité les Assyriens à imiter ce modèle dans les capitales assyriennes. Donc voilà une représentation, reconstruction de Beit Yelani dans la capitale de Chamal avec les colonnes qui se trouvent à l'entrée. Encore la restitution de la façade de palais de Kabara, qui est un Beit Yelani, qui est un exemple de plus ancien Beit Yelani en Syrie, à Tel Halaf. Les orthostates aussi, les orthostates en relief et les sculptures des lions qui protégeaient les entrées aux villes et aux bâtiments officiels sont devenus aussi un marqueur de cette période. Donc, on les retrouve aussi à la fois dans les bâtiments publics et dans les portails monumentaux
des villes. Donc une reconstruction de portails de Tel Rifat avec les orthostates, ce qui reste des vestiges archéologiques de ces orthostates. À savoir qu'en fait, que la tradition des orthostates, ce n'est pas une innovation en elle-même de cette période, mais ce qui change dans cette période, on a déjà connu les orthostates dans des périodes plus anciennes, mais ce qui change, qui sont plus décorés durant la période aramienne. Donc, ils relatent des scènes rituelles ou des scènes politiques parfois. Aussi, ce qu'on peut observer durant cette période, la fréquence des inscriptions monumentales sur des monuments de pierre qui ont marqué le paysage urbain de la ville. Donc, on trouve à chaque fois, il y a des stèles qui ont été érigées et qui décorent, dans certains cas, le paysage urbain de la ville, comme dans le cas de la ville de Hama. Le portail monumental conduisant à la citadelle a été peut-être décoré par l'une de ces stèles. Et peut-être ça c'est une tradition qui ont été prises du royaume assyrien ou des rois assyriens. Et voilà les orthostates en forme de lion qui décorent l'entrée de la citadelle de Hama. Et une dernière remarque à faire à propos de ces royaumes qu'on a commencé à constater durant la période de l'âge de fer, que les rois ont changé les capitales, leur capitale principale. Donc c'est le cas de roi de Zakour, roi de Hama, qui a changé sa capitale de Hama à Hazark, Tel Afes. Donc ça c'est aussi une tradition qui n'était pas connue auparavant, mais qui vient de l'assyrien, qui est originaire des rois assyriens qui avaient plusieurs capitales dans leurs empires. Merci. En fait, oui, lorsqu'on a un modèle croissant, on est plus imposé par la topographie du site. Donc, il n'y a pas vraiment, quand le site il est équipé depuis le 3e millénaire, si le site se trouve au bord d'un fleuve, donc il n'est pas possible de faire un modèle circulaire. Et j'ai remarqué aussi que le modèle circulaire est plutôt propre des villes ex nihilo. Comme dans le cas de Chamal ou peut-être dans le cas de Tel Rafat. Parce qu'on peut aussi avoir des villes qui sont faites, planifiées ex nihilo pour des villes en forme de croissant. En tout cas, toutes les villes que j'ai présentées ici en forme de croissante, ils possèdent des phases d'occupation plus anciennes qui datent du 3e millénaire. Non, même dans la ville haute. Par exemple, dans la ville de Hama, il y a des traces d'occupation qui datent du 3e millénaire. Même avant le 3e millénaire aussi. Et Afes aussi, Tel Afes aussi, il présente aussi des couches d'occupation qui datent du 3e millénaire. Qu'est-ce que j'ai présenté comme d'autres sites? Voilà, pour ces sites. Parce que ça me fait penser à des lieux que je connais un petit peu mieux que la Syrie de l'Ouest. Par exemple, ou Arsachinama, sont des sites qui sont plutôt en Mésopotamie du Nord ou dans la région haute du Tigre. Là, les archéologues proposent une occupation plutôt à partir de l'âge du fer, de l'époque néo-assyrienne, de la ville basse, qui donc
former ces villes en croissance autour justement de la cité. Donc c'est des villes ex nihilo en fait, c'est la première fondation. C'est ce que certains archéologues proposent. D'accord. Bah, je vais voir. Ça peut être des exemples. Oui, mais bon, en fait, je ne me suis pas trop penchée sur la Mésopotamie, c'était vraiment juste sur la Syrie. Mais peut-être ça peut être utile pour faire des comparaisons avec ces sites. J'ai une question. Gibunet a proposé dans les années 90 ou 2000 qu'en fait, l'organisation des grandes capitales assyriennes, en particulier du Bouton Charoukine, soit inspirée justement des modèles de modèles que vous avez présentés orthogonaux avec la citadelle très excentrée finalement par rapport à la ville. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, pour le modèle orthogonal, c'est pas une innovation de l'époque, c'est pas une invention de l'époque, parce que le modèle orthogonal a été déjà exploité en Mésopotamie du Nord depuis le 4e millénaire dans le cas de Habouba Kabira. On a un site exemplaire d'une planification orthogonale tout à fait régulière. Donc, lorsqu'on dit que le modèle orthogonal a été expérimenté ou exploité en Syrie, on revient aux origines qui datent du 4e millénaire, la date de la première utilisation ou de la première application de ce plan en Mésopotamie du Nord. Donc le plan en lui-même, c'est un plan mésopotamien. Je n'ai pas été assez clair par contre. Ce qu'il attribuait, c'était la présence des citadelles quasiment sur le rempart. Oui. Pour lui, cette présence des citadelles sur le rempart ou à proximité immédiate du rempart, ça pourrait être inspiré justement des modèles syriens et en particulier de Tel Aviv. Ça, j'ai pas d'idée sur. Voilà, franchement, j'ai pas trop d'idées sur cette question, mais en fait, la question aussi de l'acropole qui se trouve en périphérie du site, on a tendance à avoir les acropoles qui se trouvent en périphérie à partir de la deuxième moitié du 2e millénaire. Donc avant, on trouvait que ce qu'on appelle l'acropole ou la ville haute se trouvait au milieu des sites. Et spécialement, c'est un trait très clair et net dans le cas de villes circulaires. Mais à partir du 2e millénaire, oui, on commence à observer des acropoles qui se trouvent plus en périphérie. Donc oui, pourquoi pas. Par exemple, je donne l'exemple de Garit, qui contient une acropole en périphérie du site. Oui, ça peut. Tal el-Nasriye, par exemple, aussi. L'acropole, oui, voilà, oui, donc. Oui, peut-être. Je ne sais pas, je trouve ça intéressant. Oui, en fait, franchement, je n'ai pas pensé à cette question. C'est une observation que j'ai faite, que les acropoles ont tendance à aller plus vers le périphérie du site, vers l'extérieur, mais je ne sais pas si ça a une signification particulière ou ça répond à certains besoins ou certaines fonctions. Est-ce que quelqu'un, pour le fait de rejeter justement des sur le côté de la ville, sur le parlement, est-ce qu'il y a des théories sur ça? Parce que pour Garit, justement, la nôtre, il y a des théories sur la coupure entre la population. Mais déjà, il y a cette séparation entre le roi et la population par l'édification d'un mur de rempart qui toujours sépare la citadelle ou la ville haute ou la zone officielle. Donc déjà, la zone est séparée. Je ne sais pas si ça peut être lié à une fonction défensive. Oui, parce que dans le cas de Charoukine, il y a plusieurs interprétations que le site a été créé pour des besoins défensifs. Donc, Oui, ce qui est toujours à Charoukine, c'est qu'il y a aussi l'arsenal. ce qui est l'arsenal, exactement. D'ailleurs, comme le cas de Trouville, comme la ville de Kart Tukulti-Nurta, qui présente la même configuration avec une acropole qui est plus décalée vers l'extérieur et arsenal.
Oui, ouais, bah, il y a beaucoup de recherches encore à faire. Ouais. De rien.